Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Politique 360. Voici les titres. La Cour des comptes charge le quinquennat de François Hollande. Elle appelle le gouvernement actuel à prendre sans délai des mesures de gestion rigoureuses. Un dérapage inacceptable pour Matignon qui promet pour autant de ne pas augmenter les impôts. Analyse à suivre. La réunion du Parlement au Congrès à lundi suscite la polémique. L'opposition évoque un coup d'État symbolique qui rabaisse la fonction d'Édouard Philippe. Après l'UDI, la France insoumise annonce qu'elle n'ira pas à Versailles. Les réactions au Sénat dans un instant. Dans ce contexte de tension, le calendrier parlementaire de la session qui s'ouvre la semaine prochaine fait grincer des dents. À peine élus, les députés doivent déjà voter la prorogation de l'état d'urgence le 6 juillet, alors qu'ils n'ont pas encore de bureau pour travailler. Explication dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, le hashtag Politique360. Pour m'accompagner ce soir, Tamtra Nuit, en direct de la salle des conférences, le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, les sages de la rue Cambon tirent la sonnette d'alarme. Un audit a été remis aujourd'hui au Premier ministre sur l'état des finances publiques et le constat est sévère. Pour eux, le déficit de la France pourrait déraper de 8 milliards d'euros. En cause, la gestion du précédent gouvernement, Mounir Soussi. Didier Migaud tient dans ses mains un document très instructif pour le Premier ministre. Le contenu de cet audit des finances publiques commandé à la Cour des comptes par Édouard Philippe pourrait réorienter les réformes prévues par le gouvernement. Après enquête, les sages de la rue Cambon dressent un constat sévère sur les perspectives budgétaires. L'audit mené par la Cour indique qu'un politique a changé. La trajectoire des finances publiques s'écarte significativement de celle qui était prévue par la loi de finances pour 2017 et par le programme de stabilité. L'atteinte des objectifs fixés pour 2017, 2018 et les années suivantes en est fortement compromise. Avec une prévision de déficit public à 3,2% du PIB, plusieurs promesses du président de la République sont menacées. Un trou de 8 milliards d'euros se profile et la recapitalisation d'Areva devrait coûter 2,3 milliards d'euros. La Cour impute ce dérapage au président sortant. Elle parle même d'insincérité et de sous-budgétisation dans les calculs du précédent gouvernement. Les ministres concernés ont réagi. Michel Sapin et Christian Eckert, anciens locataires de Bercy, ont nié tout artifice comptable dans le budget 2017. Édouard Philippe, le Premier ministre, n'a pas tardé à réagir. Pour lui, ce dérapage est inacceptable. On l'écoute. Nous héritons donc d'un dérapage de plus de 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros. C'est inacceptable. Je souhaiterais que les Français mesurent l'ampleur de ce dérapage. C'est comme si le gouvernement précédent avait construit un budget en oubliant celui de la justice. C'est presque 3 fois le budget de la culture. 8 milliards d'euros de promesses non financées, 8 milliards d'euros de chèques en bois. Ensuite, la réaction du sénateur Les Républicains Jean Bizet, président de la Commission des Affaires européennes. Il répondait aux questions de Tamtra Nuit. Oui, je suis donc avec Jean Bizet, président Les Républicains de la Commission des Affaires européennes. Est-ce que la situation de la France à l'égard de l'Europe vous inquiète quand vous voyez, à travers l'audit de la Cour des comptes, que la France ne sera pas capable de satisfaire ses objectifs budgétaires, notamment en matière de déficit ? Oui, cela m'inquiète, mais ce n'est pas une inquiétude de dernière minute, pour la bonne raison, c'est que la Commission des Affaires européennes du Sénat ainsi que la Commission des Finances avaient soulevé il y a déjà quelques mois, d'une part l'insincérité du budget et le fait que la trajectoire budgétaire de la France ne serait pas, si vous voulez, sur une pente à 2,8, mais plutôt supérieure à 3. Et aujourd'hui, nous avons confirmation par M. Migaud, le président de la Cour des comptes, que ce sera plutôt 3,2. Donc c'est-à-dire aujourd'hui 9 milliards d'impasse budgétaire. 9 milliards, ça ne se trouve pas comme ça. Et l'année prochaine, 2018, c'est quand même dans 6 mois, faudra monter à 17-18 milliards, si vous voulez. Donc, moi, je regrette... Quelle difficulté ça peut poser à l'égard de l'Europe, selon vous ? Eh bien, le beau regard, si je puis dire, d'Angela, si je veux faire un petit peu d'humour, à l'adresse d'Emmanuel Macron, risque de s'assombrir, tout simplement parce que le président de la République devra corriger cette dérive budgétaire, c'est-à-dire ne pas pouvoir respecter les promesses qu'il avait faites sur un certain nombre de sujets. S'il ne le fait pas, eh bien, encore une fois,
après un quinquennat qui a quand même été catastrophique, les partenaires de l'Union ne croiront pas à la crédibilité de notre pays. Et à plusieurs reprises, si vous voulez. Ça peut affaiblir la position de la France pour vous ? Bien sûr, alors que la France est attendue, la France est regardée, la France est écoutée, mais la France ne peut pas sans cesse demander ou faire semblant, je dirais, de ne pas respecter les critères de Maastricht. Je me souviens de la dernière réunion ou de l'audition avec Michel Sapin, avec la commission des finances, où nous lui avions posé cette question, et il avait... je dirais, écarter cela d'un revers de main, considérant que la trajectoire était la bonne. Or, nous avions souligné que les réponses qu'il donnait étaient des réponses conjoncturelles, alors que nous souhaitions des réponses structurelles, en clair, des réformes. Je rappelle que la droite sénatoriale n'avait pas examiné le budget 2017, l'ayant jugé insincère. L'autre actualité du jour, Jean Bizet, c'est aussi bien cette bataille de poste qui vire à la crise institutionnelle à l'Assemblée nationale, avec cette élection de Thierry Solère, constructif au poste de questeur. Votre commentaire, est-ce que l'opposition est bafouée? On a beaucoup entendu cette expression. Je n'irais pas considérer que c'est une crise, entre guillemets, institutionnelle. Bon, que M. Solère ait constitué, entre guillemets, son groupe, ça ne me surprend pas spécialement, puisque M. Solère est plus attiré, si je puis dire, par les lumières des projecteurs que par le travail de fond de notre famille politique. Et on a du mal à croire que vous ayez fait partie de la même famille. Oui, c'est vrai, je regrette, si vous voulez, mais j'espère que précisément, et d'ailleurs dans le passé, je le redis, le Sénat a démontré qu'elle avait beaucoup plus, je dirais, de recul et de hauteur de vue. Souvenez-vous, dans le duel Copé-Fillon, grâce à l'autorité et au savoir-faire de Jean-Claude Gaudin, notre groupe ne s'était pas divisé, alors qu'il y avait eu des grandes tentatives de division côté Assemblée nationale. Cette fois-ci, c'est le cas à l'Assemblée, et j'espère bien que le Sénat saura à nouveau garder sa cohérence et son unité, ce qui ne veut pas forcément dire son unanimité. On peut être Pour vous, Thierry Solère ne fait pas partie de l'opposition? Je ne dirais pas cela, si vous voulez, mais je crois que très rapidement, il s'apercevra, et nous, on lui montrera peut-être chaque jour, s'il le faut, qu'il s'est trompé. Ce n'est pas en créant un groupe, je dirais, constructif, entre guillemets, qu'il va renforcer la propre famille politique auquel il doit tant. Merci beaucoup, Jean Bizet, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, et on reviendra sur ce dérapage de 8 milliards d'euros dans mon débat dans quelques instants avec mes invités. L'autre temps fort de l'actualité aujourd'hui, c'est ce congrès de la discorde et peut-être le premier faux pas d'Emmanuel Macron. Lui qui comptait rompre avec les pratiques anciennes de la vie politique se retrouve confronté à l'hostilité des parlementaires qui n'apprécient pas la tenue d'un congrès lundi, grillant ainsi la politesse à son Premier ministre, même si la révision constitutionnelle de 2008 l'y autorise et que les présidents de groupe pourrait s'exprimer après lui, Julie Hulin. Un congrès pour s'adresser directement aux parlementaires. Un événement rendu possible par la réforme constitutionnelle de 2008 voulue par Nicolas Sarkozy. Auparavant, le chef de l'État ne pouvait y communiquer que par la voie de messages lus. Le congrès aura lieu lundi dans l'aile du midi du château de Versailles, sous les ors de la salle des séances. Tous les parlementaires, 577 députés et 348 sénateurs sont convoqués sous la présidence de François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale qui devient pour l'occasion président du Congrès. Au programme, à 15 h, un grand discours du chef de l'État pour présenter sa feuille de route. Puis il sortira pour laisser la place aux présidents de groupes parlementaires qui prendront la parole durant 10 minutes chacun. Coût de l'événement, entre 200 000 et 600 000 euros. Emmanuel Macron souhaite convoquer le Congrès chaque année pour, dit-il, rendre des comptes. Lundi, son discours aura lieu à la veille de la déclaration de politique générale du Premier ministre Édouard Philippe devant le Parlement. Et après l'UDI, ce sont les députés de la France Insoumise qui ont annoncé qu'ils boycotteront le Congrès lundi. On voit tout de suite les réactions avec Julie Hulin et Quentin Calmy. Lundi, Emmanuel Macron devrait normalement avoir face à lui 925 parlementaires. Seulement, il pourrait bien trouver un hémicycle un peu vide. Les centristes Philippe Viguier et Jean-Christophe Lagarde ont annoncé dès hier leur absence, dénonçant notamment une réunion inutile et coûteuse. Même son de cloche du côté de la France Insoumise. Puisque nous sommes convoqués pour entendre le monarque présidentiel s'exprimer, puisque nous sommes convoqués sans délai et mis à discrétion de sa bonne volonté à propos du débat parlementaire, eh bien nous nous rebellons et nous ne nous soumettons pas.
nous n'irons pas. Le Front National sera lui bien présent à ce rendez-vous républicain, mais il condamne la méthode. À droite, les parlementaires ont finalement décidé de ne pas boycotter la convocation, tout en dénonçant une faute politique et une présidence impériale. C'est une vision des institutions qui est excessivement présidentialiste dans un régime parlementaire. Et moi, je pense que ça affaiblit le Premier ministre. Le Parti communiste a lui appelé à un rassemblement lundi à 14 h devant la mairie de Versailles contre ce qu'il nomme une dérive monarchique. Je vous propose à présent d'écouter la réaction de Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Et il était au micro de Tam Tranu il y a quelques instants. Oui, Monsieur Castaner, tout d'abord, votre réaction au boycott annoncé par la France Insoumise du Congrès de lundi. Vous savez, moi, les décisions de Jean-Luc Mélenchon et de son groupe ne sont pas l'essentiel de mon travail. Mon travail, c'est de travailler avec les parlementaires. Je suis ici au Sénat. J'étais ce matin à la conférence des présidents à l'Assemblée nationale. Et ce que je peux voir, c'est que le président de la République avait pris un engagement, celui de réunir le Congrès une fois par an. Il tient cet engagement. Le président de la République, en faisant cela, n'innove pas spécialement. Le général de Gaulle, François Mitterrand, Georges Pompidou, Jacques Chirac avaient utilisé le même rendez-vous, si ce n'est que la forme qui change. Mais j'ai le souvenir, par exemple, que François Mitterrand s'était exprimé devant les deux chambres le 8 juillet. Et donc, vous voyez qu'on est sur des pratiques anciennes. Alors, la France Insoumise veut faire un énième coup médiatique. Je pense que c'est dommage. Je pense que la République, je pense que le Parlement mérite mieux que des coups de menton et mérite justement de dialoguer avec le président de la République. Il se prive d'un temps de parole. Le gouvernement aurait pu écouter avec attention les propositions de M. Mélenchon. La réalité, c'est qu'il n'en aura pas et c'est dommage. Ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi, par exemple, Jean-Christophe Lagarde, Philippe Vigier, des personnes censées être constructives. Écoutez, ils ont fait un choix. Ils font un choix qui n'est pas le choix de leur groupe, mais ils ont fait un choix personnel de ne pas venir. Personne n'oblige les parlementaires à venir. Mais il y a une constitution. Cette constitution a été modifiée par Nicolas Sarkozy et permet au président de la République de s'exprimer devant le Parlement. Alors vous savez, on peut faire de la petite politique politicienne. Mais moi, je ne suis pas choqué que le président de la République veuille, devant le Parlement, évoquer sa feuille de route et nous demander de l'accompagner dans la mise en œuvre de cette feuille de route. C'est un contrat qui a été passé par Emmanuel Macron avec les Français le 7 mai à 20 h. C'est un contrat qui a été confirmé par le vote lors des élections législatives en faveur des candidats de la République en marche. Donc maintenant, il s'agit de se mettre au travail et pas seulement de faire des coups de com'. Moi, je trouve que depuis quelques jours, certains parlementaires ne sont que dans le contre, dans l'opposition ou dans la communication. Je pense qu'il faut se mettre sérieusement au travail. Et le Congrès fait partie de ces éléments de travail. Que répondez-vous à ceux qui estiment qu'Édouard Philippe est humilié, étant donné que cela se passe 24 heures avant le discours de politique générale ? Qu'au contraire, il y a une vraie cohérence. Et je vous ai rappelé quelques prédécesseurs qui ne sont pas des moins illustres, le général de Gaulle, François Mitterrand, Georges Pompidou, Jacques Chirac. Et donc ce sont les mêmes qui soutenaient à l'époque ces hautes personnalités qui nous expliquent qu'il y aurait une forme d'humiliation. Non, il y a un discours général, de portée générale, l'ambition pour la France portée par le président de la République. Et il y aura le lendemain l'engagement de sa responsabilité par le Premier ministre qui fixe les conditions de mise en œuvre de ce cap. Au fond, c'est totalement logique. Mais certains veulent en profiter pour trouver une opposition entre le Premier ministre et le président de la République. Il n'en est rien. Ils ont discuté de ce calendrier, échangé ensemble, décidé ensemble. Et vous verrez qu'il y aura une complémentarité entre les deux discours parce qu'évidemment, notamment parce qu'ils ont des collaborateurs en commun, il y aura une cohérence entre le projet global porté par le président de la République et les conditions de sa mise en œuvre. C'est exactement la feuille de route que le président de la République a fixée au gouvernement lors du premier Conseil des ministres, qu'il a rappelé la semaine dernière avec le nouveau Conseil des ministres constitué dans ce gouvernement, dans ce deuxième gouvernement d'Édouard Philippe. Nous sommes sur quelque chose d'une grande banalité, d'une grande simplicité, mais avec une belle ambition, un discours pour la France. Ensuite, chacun préfère faire des coups de communication. Ça n'est hélas pas la meilleure façon d'avancer. Une toute dernière question. La session extraordinaire va commencer avec le texte sur la prorogation de l'état d'urgence. Il va y avoir l'introduction déjà faite en commission des lois la semaine dernière au Sénat d'une mesure, l'interdiction de séjour, une sorte d'interdiction de manifester qui a été surtout utilisée lors de la COP21, lors de la loi travail. Qu'est-ce que ça a à voir avec le terrorisme ?
Écoutez, moi je laisse le travail parlementaire se dérouler. Le texte qui a été présenté en Conseil des ministres vise simplement qu'au lendemain du 14 juillet, date à laquelle l'état d'urgence tombe, nous puissions continuer à protéger les Français. Voilà la seule obsession que nous avons au gouvernement, garantir la meilleure sécurité des Français. Et puis en parallèle, nous allons préparer, par un texte plus général, une loi qui permettra de sortir de l'état d'urgence qui est un état du droit qui a vocation à être exceptionnel. Et donc nous prendrons là toutes les mesures qui permettent au quotidien, là encore, de garantir l'état des Français. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est la sécurité des femmes et des hommes. C'est non pas un discours générique sur des libertés qui seraient menacées, elles ne le sont pas. Par contre, il faut veiller à ce que toutes nos mesures ne visent que la lutte contre le terrorisme. C'est ça l'essentiel. Qu'effectivement on ne puisse pas utiliser une loi sur la sécurité comme l'état d'urgence pour faire autre chose que lutter contre le terrorisme qui est notre seule préoccupation. Merci beaucoup Christophe Castaner d'avoir répondu à mes questions. Voilà pour cette réaction de Christophe Castaner. Je vous le disais en titre, après le Congrès, l'autre pomme de discorde, c'est aussi le calendrier parlementaire fixé par la conférence des présidents. Il s'annonce chargé pour les députés et les sénateurs qui vont devoir en un temps record voter la prolongation de l'état d'urgence, la réforme du Code du travail et la moralisation de la vie politique. Cécile Sixou. Reprise de la session parlementaire après plusieurs mois de pause, avec pour commencer le discours de politique générale mardi, lu au nom du Premier ministre par Gérard Collomb au Sénat, suivi par un débat et un vote sur la prorogation de l'état d'urgence. Le lendemain, le Premier ministre viendra lui-même devant le Sénat pour une déclaration. Enfin jeudi, le nouveau gouvernement passera sur le grille des questions d'actualité. Le projet de loi pour la confiance dans notre vie démocratique sera le premier de la nouvelle législature et débutera son chemin parlementaire au Sénat le 10 juillet pour une discussion de 3 jours dans l'hémicycle. La semaine suivante, le 18 juillet, ce sera le texte antiterrorisme dont l'objectif est de prendre le relais de l'état d'urgence, puis le débat d'orientation budgétaire le 20 juillet. Enfin, le 24 juillet, les sénateurs examineront la loi d'habilitation qui donnera le top départ aux ordonnances pour réformer le Code du travail. La session extraordinaire pourrait durer jusque début août. Tout dépendra si l'Assemblée nationale et le Sénat arrivent facilement à se mettre d'accord sur les textes. Et on continue les réactions des parlementaires à cette actualité avec la sénatrice écologiste de Maine-et-Loire, Corinne Bouchoux, au micro de Tam Tranui. Oui, Corinne Bouchoux, pour vous qui êtes membre du bureau du Sénat, qu'est-ce que vous pensez de cette bataille des postes à l'Assemblée nationale qui vire à la crise institutionnelle avec l'élection de Thierry Solère, qui est donc constructif au poste de questeur? Alors bien sûr, je ne réponds qu'à mon nom personnel. Vu de l'extérieur, évidemment, chaque assemblée est indépendante, mais je pense que si vous voulez, c'est une erreur. Il est extrêmement important, et je l'ai bien vu cette année, qu'à la questure, vous ayez à la fois, bien sûr, la majorité, mais aussi que l'opposition ait une place pleine et entière. Donc je pense que c'est une, j'allais dire, une erreur de management. Parce que qu'est-ce que gère la questure? C'est très important. Ce sont tous les moyens financiers et humains qui sont pour une assemblée. Et donc c'est très important que les choses soient faites en toute transparence et avec le poids du contradictoire et de l'opposition. Donc après une année d'observation, moi je pense que c'est très important qu'il y ait toutes les sensibilités, la majorité et l'opposition. Donc vous estimez que Thierry Solère n'appartient pas vraiment à l'opposition? C'est pourtant comme ça qu'ils ont classé leur groupe? Bah écoutez, je ne veux pas rentrer dans des classements entre les uns et les autres, ni classer les députés, mais en tout cas, vu de l'extérieur, ça n'est pas l'image que je me faisais effectivement de ce qui était vraiment un opposant. Donc je pense que là, il y a peut-être quelque chose à rattraper, même si c'est complexe. Autre actualité, Corinne Bouchoux, il y a une mesure censurée par le Conseil constitutionnel, l'interdiction de manifester, l'interdiction de séjour, dit-on, qui revient à travers le projet de loi prorogeant l'état d'urgence qui sera examiné la semaine prochaine. Est-ce que vous le déplorez ? Bien écoutez, ce que je déplore ou regrette d'une manière générale, c'est que l'on inscrive et pérennise ce qui relève de l'extraordinaire, de l'exceptionnel et de l'état d'urgence dans la règle commune. Je pense que de manière générale, c'est ça qui pose question. Nous avons la chance d'avoir un président démocrate, d'être dans un système... prochain projet de loi sur le terrorisme, effectivement. Voilà, et donc je pense que si vous voulez, il y a des mesures que l'on prend... en apparence, en toute quiétude, en démocratie, mais on peut se poser la question de savoir et si demain le régime change, on trouve
la loi existante. Donc je ne peux pas être favorable à ces évolutions. Je suis de ce point de vue-là sur les positions assez clairvoyantes, me semble-t-il, par exemple, de la Ligue des droits de l'homme. Est-ce que vous pensez qu'on est dans des détournements de l'état d'urgence? On sait que par exemple, ces interdictions de séjour, elles ont été utilisées lors de la COP21, elles ont été utilisées lors de la loi travail, mais pas tellement dans des cas de terrorisme. Bien écoutez, oui, le bilan l'a bien montré. Les résultats obtenus, je dirais stricto sensu, en matière de terrorisme ont été extrêmement modestes. Ça, on peut s'en réjouir. En revanche, je ne peux pas me réjouir du fait qu'on a beaucoup utilisé cela contre des écologistes ou contre des citoyens agitateurs. Et donc, je pense que là, on était clairement dans le mélange des genres. C'est-à-dire qu'on a détourné son objet, cette mesure. Et donc ça me pose question, oui, ça m'inquiète. Alors donc la semaine prochaine, il y aura donc l'examen de cette prorogation de l'état d'urgence. Le début de la semaine va commencer par le discours au Congrès de Versailles d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette polémique autour de ce discours 24 heures avant le discours de politique générale d'Édouard Philippe? Est-ce qu'il lui coupe l'herbe sous le pied? Est-ce qu'il l'humilie? Écoutez, je n'aime pas les polémiques de façon générale. Je pense que s'ils l'ont fait ainsi, c'est qu'ils ont dû s'accommoder d'un partage des rôles et un partage des tâches. Moi, je vous avoue que la dernière fois, nous sommes allés à Versailles, c'était dans des circonstances tout à fait funestes. Et donc là, d'avoir un cap, et j'espère peut-être que le président annoncera une réforme constitutionnelle ambitieuse, peut-être qu'il parlera de la proportionnelle, parce qu'il y a des vraies questions. Et donc, je dirais que s'ils se sont partagés les rôles, eh bien, pourquoi pas. Merci beaucoup, Corinne Bauchou, d'avoir répondu à nos questions. Merci Tam. Et justement, en bref, le groupe écologiste du Sénat a disparu faute de parlementaires après le rattachement d'André Gattolin au nouveau groupe de La République En Marche créé mardi. Avec ce départ, les sénateurs écologistes ne sont plus que 9, alors que le seuil pour former un groupe au Sénat est de 10. Et justement au Sénat, et on en a parlé, l'examen du projet de loi prolongeant l'état d'urgence a déjà commencé en commission. Censurée par le Conseil constitutionnel, l'interdiction de séjour a été réintroduite par les sénateurs. Explication, Jérôme Rabier. D'ici au 15 juillet, sénateurs et députés doivent voter une 6e prorogation de l'état d'urgence en vigueur depuis novembre 2015. Mais début juin, le Conseil constitutionnel a censuré une des mesures de cet état d'urgence, l'interdiction de séjour qui permet d'interdire la venue d'une personne sur un territoire donné et dénoncée par ses opposants comme une interdiction de manifester. Le gouvernement a déposé un nouvel amendement qui tient compte des remarques du Conseil constitutionnel selon Michel Mercier, qui avait lui aussi déposé un amendement dans ce sens. Il ne s'agit pas du tout de rétablir ce qui a été annulé. Il s'agit de mettre dans la loi les conditions posées par le Conseil constitutionnel. C'est strictement la reprise de la décision du Conseil constitutionnel. Il faut qu'il y ait des éléments nouveaux, il faut que les durées soient limitées, voilà. Mais pour les opposants à la prorogation, ce retour des interdictions de séjour est bien la preuve que l'objectif de l'état d'urgence n'est pas uniquement la lutte antiterroriste et permet de cibler des opposants à la politique du gouvernement. Voilà, on va garder cet état d'urgence, comme ça on va, quand on n'a pas envie d'une manifestation, on pourra mettre en avant cet alinéa. Rien ne change, c'est la même chose, c'est l'ère de Valls 2. Selon les chiffres du Sénat, 618 mesures d'interdiction de séjour ont été prises en 2 ans, principalement lors de la mobilisation contre la loi travail. Avec la rentrée sociale à haut risque qui s'annonce, leur usage pourrait de nouveau être prisé. Reste à savoir si le Conseil constitutionnel validera l'encadrement de cette mesure, tel que le gouvernement l'a décidé. Je vous le disais en titre, la Cour des comptes a rendu son audit des finances publiques et il est sévère pour le précédent quinquennat de François Hollande. Avant d'en débattre avec mes invités, je vous propose tout de suite d'écouter le président de la Cour des comptes, Didier Migaud. Nous disons qu'il y a des éléments d'insincérité. Comment appelez-vous des sous-budgétisations récurrentes et connues au moment où elles sont décidées? Comment appelez-vous un écart correspondant à 0,4 points de PIB ou 0,5 points de PIB, alors même qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis cette date? Trouvez-moi d'autres mots pour qualifier cela.
Et mes invités sur ce plateau ce soir, Jean-Louis Gombaud, bonsoir, économiste, merci d'être avec nous. Jean-Charles Simon est également sur ce plateau, vous êtes également économiste. Et j'accueille Cyril Lachèvre, vous êtes journaliste économique à l'Opinion, et Mathieu Plane, économiste à l'OFCE. Bonsoir, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques. Première question pour vous Jean-Louis, ce dérapage de 8 milliards d'euros, est-ce que c'est une surprise ? Non, ce n'est pas une surprise. Le chiffre n'était pas connu, mais on s'en doutait. La question est aussi sur ce qu'il appelle l'insincérité pour caractériser ces 8 milliards. C'est une accusation extrêmement grave. Il y a eu un débat, on sait, au sein de la Cour des comptes. Il y a eu alors, paraît-il, un débat auquel une grande minorité, nous a-t-on dit, qui s'était opposée à cette expression. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'insincérité ? C'est-à-dire la volonté, quelque part, de truquer les prévisions. Parce qu'il y a deux sortes d'insincérité. L'insincérité sur la planification budgétaire, la programmation budgétaire, et l'insincérité comptable. C'est-à-dire que là, ce qui se passe souvent dans quelques entreprises où on truque le bilan. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que, dès le départ, on a construit un budget insincère. Quelle serait la conséquence ? C'est-à-dire qu'on a volontairement diminuer le déficit budgétaire, sous-estimer les dépenses futures et surestimer les recettes, volontairement. Mais quelles peuvent être les conséquences de cela ? En fait, ça sera, je pense, la Cour constitutionnelle qui pourra déclarer véritablement si c'est insincère. Or, à chaque fois qu'elle a été saisie, elle n'a pas voulu le déclarer insincère, en disant que ce n'était pas au juge de juger quelque part la politique économique. Et les sénateurs l'avaient fait, Jean-Louis, vous vous souvenez, les sénateurs l'avaient fait, ils avaient refusé d'examiner la partie justement recettes ici au Sénat, la jugeant insincère. C'était le point de vue du Sénat. Oui. Quand, par exemple, la Cour a été appelée par les socialistes d'ailleurs en 2012 pour juger insincère le dernier budget de Nicolas Sarkozy qui s'est terminé par un déficit de 4,8%, eh bien la Cour constitutionnelle ne les a pas suivis. Autrement dit, c'est une accusation tellement grave que généralement la Cour constitutionnelle refuse d'aller dans ce sens. Alors, quelle va être la conséquence ? Jusqu'à présent, dans la campagne électorale, M. Macron avait dit qu'il ne ferait pas de collectif budgétaire. Et puis, évidemment, c'était pour satisfaire un peu M. Hollande, c'est-à-dire que, je prends votre budget tel qu'il est, il me paraît convenable, on arrivera en dessous des 3%, etc., etc. Mais maintenant, il peut dire, oui, mais je ne savais pas, comme le déclare la Cour des comptes, que c'est insincère. Donc je peux faire ce collectif budgétaire et essayer de récupérer les 8 milliards. Comment ? On ne sait pas. On va y venir justement. Mathieu Plane, pourtant, on a vu tout de suite la réaction de Michel Sapin, Christian Eckart, qui ont défendu leur sérieux budgétaire. Alors, où est la vérité dans tout ça ? La vérité, c'est vrai que les mots sont durs. Insincère, ça veut bien dire ce que ça veut dire. La vérité, elle est compliquée à savoir. C'est vrai qu'on parle de 0,4 points de PIB, 8 milliards par rapport à la trajectoire de référence qui devait être à 2,8% du PIB. C'est vrai que les engagements sont extrêmement suivis là, parce qu'on voit bien que le seuil des 3% modifie totalement les choses. C'est-à-dire que, juste pour rappeler, dans le cadre du pacte européen, le pacte de stabilité, vous avez deux volets, un volet correctif et un volet préventif. Quand vous êtes dans la partie du volet correctif, au-dessus de 3%, en fait, vous avez une trajectoire qui est définie pour retourner en dessous des 3%. Quand vous êtes après en dessous des 3%, vous passez dans l'autre volet, qui est le volet préventif, et dans lequel, en fait, c'est plus la même chose, c'est des ajustements structurels qui sont demandés. Et donc, au-delà même de cette question, si vous voulez, d'insincérité ou pas des comptes, il y a la question de savoir en quoi c'est important d'être à 3,2 ou à 2,8, plus pour des raisons politiques et de basculement dans le volet préventif du pacte. Donc il y a cet aspect-là qui est très important. C'est vrai que c'est pas un dérapage qui est non plus négligeable, mais après, il faut rappeler aussi que désormais, on a un haut conseil aux finances publiques qui existe, qui est là justement pour suivre les prévisions budgétaires à la fois du pacte de stabilité. Il n'a pas joué son rôle, Mathieu Plane, il a été saisi dans le cadre du pacte de stabilité, du programme de stabilité qui a eu lieu en avril. Donc il a déjà rendu des choses en disant, effectivement, les prévisions sont plutôt un peu optimistes, mais n'a pas parlé du tout d'insincérité. L'insincérité, c'est vraiment grave. Et c'est vrai que je trouve que les mots sont assez durs. Effectivement, au regard du dérapage budgétaire qu'il peut y avoir. Cyril Lachèvre, ça change la donne forcément vis-à-vis de Bruxelles. La France n'arrive plus en position de force ? Je pense pas.
Étonnamment, alors effectivement, il y a les mots et les chiffres. Les mots sont durs, mais peut-être pour d'autres raisons. Le mot insincérité, je pense que c'est plus pour critiquer la méthode employée par le gouvernement Hollande, et notamment par Michel Sapin la dernière année, mais on pourrait y revenir. Mais par contre, vis-à-vis de Bruxelles, finalement, la position d'Édouard Philippe n'est pas si difficile. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme le disait Mathieu Plane, là, la Cour des comptes fait un audit sur le chiffre de 2,8% du PIB, auquel il manque à peu près 8 milliards pour y arriver, 8 à 9 milliards. Simplement, à partir du moment où on passe sous les 3%, finalement, la donne change, le regard de Bruxelles change. Et pour passer à 3%, il faut trouver 5 milliards. 5 milliards, étonnamment, c'est pas tant que ça. Il suffit simplement de faire ce qu'on appelle des gels de crédit. Donc, quelque part, en réalité, et c'est en ça qu'on est dans un jeu de rôle aujourd'hui, et on le sera dans les prochaines semaines, et notamment prochains jours avec le séminaire gouvernemental de la fin de la semaine, là, la question, c'est de savoir, du point de vue du gouvernement, si finalement, ils en profitent pour faire tout de suite un correctif budgétaire, qui est peu probable, c'est-à-dire taper très dur pour aller à ces 2,8, ou si finalement ils se disent ça passe sous les 3%, et à partir de ce moment-là, on va dire aux Allemands, voilà, regardez, on est arrivé à sous les 3%, donc on a besoin, nous, que vous nous lâchiez un petit peu la bride pour faire nos réformes maintenant. Et donc, quelque part, moi, j'aurais tendance à dire que, malgré ce mot insincère qui est plutôt destiné au passé et à la méthode, je pense que c'est pas une si mauvaise nouvelle, ce rapport en soi. Ouais. Vous êtes d'accord, Jean-Charles Simon, avec cette analyse? C'est pas une si mauvaise nouvelle pour la France? On imagine aussi que le gouvernement actuel l'avait anticipé? Je trouve que la sévérité des mots est étonnante et... Bon, elle est un peu la marque de fabrique de la Cour des comptes, c'est presque une posture. Si on auditait les audits de la Cour des comptes, on pourrait être aussi assez sévère, parce qu'elle se trompe elle-même assez fréquemment. Là, objectivement, on est en courant d'année, c'est factuel, on ne sait pas comment l'année se terminera. Je regarde que, par exemple, j'observe que sur la prévision de croissance, qui est un élément évidemment important pour déterminer comment se terminera le budget, la Cour des comptes, elle avait été sévère l'an dernier sur ce que prévoyait le gouvernement, et finalement, aujourd'hui, elle est obligée de reconnaître que c'est plausible, puisque l'INSEE dit que ce sera peut-être même mieux que ce qu'avait prévu le gouvernement lui-même au moment où il a élaboré le budget. Donc, tout ça me semble assez exagéré. Michel Sapin, Christian Eckert ont répondu, je crois, très précisément à tous les faits et avec des arguments assez solides. Donc c'est une bataille de vision et en plus un peu de rancœur sur les années passées entre l'ancien exécutif et la Cour des comptes. Ça ne va pas au-delà, puisqu'on a entendu quand même Édouard Philippe dire c'est inacceptable. Oui, mais c'est sa posture à lui aussi, parce que moi, ce que j'entends bien, ce qui a été dit très justement par les trois autres intervenants, c'est-à-dire qu'en fait, on a cette question de savoir est-ce qu'on fait un collectif budgétaire pour corriger cet écart potentiel qui n'est pas certain. Par exemple, sur la question d'Areva, le dit très bien Sapin dans son communiqué, ça dépendra du traitement en comptabilité nationale de la mesure et de comment sera faite l'opération, ce qu'on ne sait pas encore. Le sujet, si vous voulez, il est plutôt de savoir est-ce que le nouvel exécutif a les moyens de mettre en œuvre sa politique et ses principales mesures maintenant, alors qu'il a probablement été un petit peu imprévoyant dans la campagne sur l'ampleur des conséquences budgétaires de tout mettre en œuvre tout de suite. Et c'est là où je pense que se situe, si vous voulez, le jeu de rôle aujourd'hui, jeu de rôle dont il était question, c'est vraiment ça. C'est est-ce que finalement Macron et Philippe sont en mesure de faire les baisses d'impôts notamment, puisque c'est principalement de ça dont il s'agit, dès maintenant, malgré cette situation budgétaire, qu'on soit de 8 ou 3-2, c'est la même chose. Jean-Charles Simon, eh bien, Édouard Philippe a commencé à répondre. On écoute tout de suite le Premier ministre. Notre dette publique a atteint un niveau record, 2147 milliards d'euros, soit plus de 70 000 euros par personne qui travaille. Au moment où je parle, elle augmente à chaque seconde. Mon gouvernement ne laissera pas les comptes dériver. Nous nous engageons à contenir le déficit à 3% dès cette année. Nous ne le ferons pas en augmentant les impôts. Nous le ferons par des mesures d'économie. Jean-Louis Gombon, on voit que Matignon tente de rassurer, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Sur quel levier l'exécutif peut-il jouer justement pour rattraper ce dérapage? Alors justement, puisqu'il ne veut pas augmenter les impôts, on ne voit que le volet dépenses qui pourrait jouer.
j'ai essayé de réfléchir. Alors, il y a le gel des dépenses dont on a parlé juste à l'instant. On pourrait, par exemple, décréter le regel du point des fonctionnaires. Ce serait une mesure assez symbolique qui ferait relativement peu d'économies. Donc, vous trouvez 5 milliards à partir du mois de septembre, la rentrée, annoncée pour la rentrée, 5 milliards d'économies sur le budget, de façon à pouvoir rentrer dans les clous, c'est se crucifier quelque part. Donc, je pense que ça va être quand même assez compliqué pour lui. Par ailleurs, quand même, faire un audit alors qu'on n'a que les chiffres du premier trimestre qui sont connus, me paraît un peu surprenant. Parce que si à la fin de l'année, par exemple, on n'est pas à 3,2, mais on serait sans mesure d'économie à 3%, parce qu'il y aura un petit bout de reprise économique, est-ce qu'on pourrait dire que le diagnostic de la Cour des comptes est insincère? Donc, c'est quand même une difficulté. On en revient au jeu de rôle qu'évoquait Jean. Non, mais je veux dire, il y a un problème quand même. Est-ce qu'on peut faire un audit alors qu'on n'a que les chiffres du premier trimestre? On ne peut faire que des prévisions sur une possibilité. Et la prévision, elle est tout à fait hypothétique. Cyril Lachèvre, vous n'êtes pas d'accord peut-être? C'est le jeu à chaque changement de quinquennat, enfin à chaque changement de gouvernement, de faire un audit, c'est pour tout simplement charger la partie précédente, pour justement après justifier sa politique. Le vrai problème auquel va être confronté le gouvernement Édouard Philippe, c'est qu'il arrive, et ça l'audit n'en parle pas, avec des baisses d'impôts votées par le précédent gouvernement qui sont massives, de 8 à 9 milliards déjà, des coûts partis qui ne peuvent pas rattraper, notamment sur l'ISF, sur la baisse d'impôt sur le revenu, notamment baisse de différentes allocations, extension du CICE, etc. Donc ils ont déjà 9 milliards dans leur besace de baisse d'impôts qu'ils ne contrôlent pas. Et donc effectivement la question c'est de savoir est-ce qu'ils vont quand même mettre en place leur programme tout de suite d'eux-mêmes de baisse d'impôts ou le retarder un peu. Là-dessus, quand Édouard Philippe dit on n'augmentera pas les impôts, il faut entendre on n'augmentera pas par rapport aux 8 ou 9 milliards déjà prévus de baisse. Oui. Mathieu Plane, on n'augmente pas les impôts, mais on fait des économies. Sur quels sont les leviers sur lesquels le gouvernement peut jouer, justement? Mais justement, c'est là où se pose la question, notamment, effectivement, 5 milliards, ça paraît, au regard du budget global, pas tant que ça, mais il reste pas beaucoup de mois. Donc, en année pleine, c'est assez facile, mais c'est vrai que on voit bien que si ça se déclenchait à partir, par exemple, du mois de septembre, on n'aurait que 4 ou 5 mois. Donc, ça veut dire que c'est quand même des économies qui sont pas négligeables. Donc, il va falloir trouver des mesures. Et surtout, c'est la suite du quinquennat qui va poser un problème. C'est-à-dire que 2018, je rappelle qu'il y a quand même le début de la baisse de la taxe d'habitation qui est annoncée, la baisse de l'IS pour les entreprises, on avait parlé de la transformation du CICE en baisse de cotisation sociale, il y avait l'exonération des heures supplémentaires, vous prenez le plan d'investissement aussi qui a été annoncé. Toutes ces promesses de campagne ont du plomb dans l'aile, Mathieu Plane. Je pense qu'en tout cas, sur la trajectoire de déficit public qui est voulue, enfin en tout cas qui a été annoncée par le gouvernement, en tout cas qu'on peut entendre, effectivement ça va poser des nouveaux arbitrages assez clairs. Et on voit bien déjà sur la transformation du CICE, et qui, alors c'est pour ça que je veux revenir là-dessus, c'est que pourquoi ils souhaitent absolument d'être en dessous des 3%, au-delà même des engagements qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de l'Allemagne ou des autres Européens, c'est que si vous avez 2 années en dessous des 3% et que vous êtes dans le volet préventif, vous pouvez faire jouer les règles de flexibilité du pacte. Et notamment aller plaider à Bruxelles, par exemple, le fait que la transformation du CICE en baisse de cotisation, c'est ce qu'on appelle un one-off, c'est qu'un seul coup, et donc vous pouvez redépasser exceptionnellement les 3%. Si vous êtes au-dessus des 3%, vous ne pouvez pas plaider ça. Et donc il y a quand même cette règle budgétaire, ils sont quand même coincés entre les règles budgétaires européennes, leurs engagements européens, et les mesures fiscales qui ont été annoncées et qui doivent arriver assez vite parce que les Français, ils ont aussi voté pour la baisse des taxes d'habitation, la baisse de l'IS, les exos sur les heures sup, et donc ils n'attendent pas la fin du quinquennat pour avoir tout ça. Ouais, ça va peser sur les 5 ans à venir, cette mauvaise nouvelle pour le gouvernement, ce dérapage. En tout cas, ce qui va peser sur les 5 ans à venir, c'est que le point de départ, encore une fois, qu'il soit à 3, 3,2 ou 2,8, honnêtement, je ne pense pas que ça joue de manière décisive. Et comme c'était dit, on le saura de toute façon l'année prochaine. Le plus important, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de choses dans le tuyau. Si vous prenez la taxe d'habitation, dans le programme d'Emmanuel Macron, il n'y avait pas vraiment de mesures qui venaient financer cette baisse de taxe d'habitation, c'était la baisse des dépenses. Donc il fallait trouver la baisse des dépenses pour 10 à 15 milliards, une mesure qui coûte 10 à 15 milliards toute seule. Sur l'ISF, c'est pareil, il n'y avait pas vraiment de financement propre, c'était la baisse des dépenses à nouveau qui devait remplir ce rôle. Et la baisse des dépenses, donc du coup, on voudrait la mobiliser plein de fois et on n'est pas sûr d'avoir la capacité de savoir faire. Et un peu comme ça a été le cas sous le quinquennat Hollande, le vrai problème, c'est qu'ils n'ont pas été objectivement si mauvais que ça sur la dépense, enfin en tout cas par rapport au quinquennat précédent, deux qui avaient précédé, c'était même tout légèrement mieux d'un point de vue structurel. Le vrai problème, c'est que
tous ces gouvernements ont beaucoup de mal à savoir faire fortement sur la dépense. Parce que pour agir fortement sur la dépense dans la situation française, en fait, il faudrait savoir agir sur le modèle social et sur les dépenses sociales françaises. Et ça, c'est très compliqué. Ouais, Jean-Louis Gombaud, c'est vrai que c'était rappelé par Didier Migaud, il y a trop de dépenses publiques en France, il y a un niveau trop élevé sans obtenir des résultats en proportion. Est-ce qu'on peut sortir justement de cette tradition française? Alors, le problème, c'est quand en sortir et comment en sortir. Parce que ce que dit là M. Migaud, enfin, ça fait 15 ans qu'on se répète, malheureusement, on le répète d'ailleurs. Mais le problème, il est de savoir, on est quand même un mini-reprise, et qui est maxi-fragile, si je puis m'expliquer ainsi. Est-ce que c'est le moment de trouver 5 milliards pour pouvoir faire plaisir à des institutions, etc. Je ne sais pas, ou bien... Le problème, mais cela dit, il y a un problème structurel majeur que rappelle M. Migaud, mais est-ce que c'est le moment d'enfoncer le clou à un moment au début d'un quinquennat, est-ce que véritablement c'est le moment de le faire, alors qu'il y a d'autres réformes structurelles qui vont venir, en tout cas elles sont annoncées, les réformes sur le marché du travail, qui risquent de faire mal à un certain nombre de personnes. Est-ce qu'il faut en rajouter? Donc c'est ce timing en fait qui est problématique. Je le fais maintenant, et je renonce à l'ensemble des engagements qu'a rappelé M. Plant à l'instant pour pouvoir rétablir mes comptes publics rapidement, ou bien j'ai véritablement en vue sur le quinquennat une politique structurelle de ralentissement des dépenses. Le problème, c'est, comme vous venez de le dire, qu'on ne sait pas très bien faire. Ce qui est amusant quand on entend notre discussion, c'est que moi, je finis par me demander s'il ne faudrait pas interdire, non pas de faire des comptes insincères, bien sûr, mais de faire des audits quand on arrive. Parce que finalement, on se retrouve exactement dans la même situation qu'en 2012. C'est une bonne opportunité, ce que je disais un peu Jean-Charles Simon entre lignes, pour le gouvernement arrivant, de ne pas faire ce qu'il avait promis pendant sa campagne en mettant ça sur le dos. Ça moyen de dédouaner oui, non, mais c'est vrai que c'est très gênant. C'est ce que François Hollande avait fait en 2012 dans une certaine mesure, en augmentant massivement les impôts et en disant finalement, j'ai pas pu faire tout ce que j'avais à faire. Regardez la situation dans laquelle on m'a laissé le pays. Et là, honnêtement, et pourtant, Dieu sait si je pense qu'il faut être très rigoureux en matière de dépenses publiques, mais là, la situation n'est pas dramatique. La tendance n'est pas mauvaise, la croissance est là. Et donc, effectivement, trop en faire, comme l'a fait le Premier ministre ce soir, parce qu'il y avait une vraie question politique sur est-ce qu'il allait taper très fort ou être plutôt... Bon, là, moi, je trouvais je trouvais qu'il était très fort, et je pense que c'est peut-être effectivement une manière de préparer le fait qu'ils n'avaient pas forcément tout financé pendant leur campagne. Mais moi, je trouve que c'est un peu regrettable si jamais toutes les choses s'arrêtent, les projets de réforme s'arrêtent, juste à cause de cet audit, quoi. Mathieu Plane. Oui, non, il y a d'abord deux choses. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que sous le quinquennat de François Hollande, il y a eu une baisse quand même significative des déficits publics structurels. Si on rappelle juste, par exemple, les hausses de prélèvements, c'est quasiment 50 milliards. La réduction des dépenses publiques, même, le Cour des comptes dit 27 milliards, le gouvernement dit 40. Mais globalement, vous regardez, ça fait quand même entre 70 et 80 milliards d'ajustements budgétaires, ce qui est quand même pas rien. Donc je trouve que c'est un peu dur d'arriver sur le compte insincère sur quelques milliards, alors même qu'il y a des efforts quand même qui ont été conséquents. Après, ça montre aussi, quelque part, la difficulté, si vous voulez, d'avoir une cohérence macroéconomique avec des règles budgétaires qui n'en ont pas. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est en train de se battre pour savoir si on est à 3,2 ou à 3% pour, justement, changer au niveau institutionnel dans le cadre du pacte de stabilité. Mais économiquement, ça n'a pas de sens, comme tout le monde l'a rappelé. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de reprise, avec des annonces de réformes, et notamment de réformes structurelles. Est-ce que c'est le moment d'aller recogner sur la croissance, en allant chercher les fonds de tiroir, sans prendre des mesures d'urgence qui n'ont pas de cohérence? Il y a ce problème de timing, mais le gouvernement n'aura peut-être pas d'autre choix. Oui, mais si on veut respecter nos engagements. Mais parce qu'effectivement, mais ça pose aussi la question, enfin un peu plus profonde, de la question du sens de ces règles budgétaires et du 3% ou pas du 3%. Mais ça va au-delà de ce débat-là. Mais on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est pas, d'un point de vue économique, qui n'a pas beaucoup de sens. On voit bien qu'on dit, voilà, la situation est dramatique, parce qu'on est à 3,2, et la situation serait super si on était à 2,8. C'est pas du tout ça. La situation économique, elle est un peu plus complexe que ça. Donc je veux dire, juste attention de ne pas regarder trop l'économie comme des comptables, mais avoir aussi une analyse un peu plus profonde de la situation. Je reviens aux préconisations de la Cour des comptes et à ce que Didier Migaud appelle une rupture dans la gouvernance budgétaire. Est-ce que ça vous paraît aussi être une bonne option, Jean-Charles Simon? Très clairement, il y a encore beaucoup de progrès à faire dans les dépenses publiques, dans la gestion de l'État, dans la gestion des collectivités locales. Ça, je crois que c'est indiscutable. Et il y a eu, je le disais également, et vous le rappeliez, c'est vrai, il y a eu un effort significatif, pas négligeable du tout,
tout qui a été fait dans le quinquennat qui s'est achevé en matière de niveau de déficit structurel. Malgré tout, ça ne veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes en matière de gestion de la sphère publique. Mais encore une fois, fondamentalement, et d'ailleurs la Cour des comptes met le doigt dessus très clairement dans ses principaux messages de ce soir, il y a très clairement un écart, si on regarde l'écart entre la France et les pays voisins en matière de dépenses publiques et donc de prélèvements obligatoires, l'écart il se fait aussi par des choix de modèles sociaux. Et ça veut dire qu'on est dans des situations difficilement comparables. Et je pense que moi, je serais pour que la France fasse un chemin vers la moyenne européenne, mais ça voudrait dire vraiment l'expliquer, dire pourquoi on le fait. En grosso modo, ça veut dire privatiser une partie de la dépense de protection sociale obligatoire complémentaire. C'est ça que ça voudrait dire concrètement, comme la Suède avait pu le faire à un moment dans les années 90. C'est possible. C'est ça où on fait basculer. Là, on parle de 100 à 120 milliards, pas de 5 à 8. On parle de très très grosses sommes. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas des dépenses qu'on fait en moins. Ça veut dire que c'est des dépenses qu'on ne fait plus vraiment comme des dépenses publiques avec des prélèvements obligatoires et des redistributions. Ça veut dire que ça est plus le marché, par exemple, qui va prendre en charge un bout des retraites complémentaires, un bout de la santé complémentaire, etc. Et ça, c'est un grand débat qu'il faut avoir pour ça. Et on ne peut pas en permanence pointer la situation française et dire il y a trop de dépenses publiques sans vraiment aller dans le débat de fond. Et qu'est-ce qu'on veut comme choix de société au titre de cette organisation des dépenses publiques en France ? Simplement, ce matin, HSBC a publié ce matin une statistique intéressante comme quoi les Français dépensaient 3 fois plus que la moyenne des autres pays pour l'éducation, à propos sur leur propre poche, c'est-à-dire le fait qu'ils allaient plutôt vers le privé. Donc voilà, par exemple, c'est un exemple donné ce matin, c'est-à-dire qu'effectivement, le budget d'éducation nationale est extrêmement important. On pourrait le diminuer en dirigeant plus les gens vers le secteur privé éducatif, ce que font beaucoup d'autres pays dans une proportion qui est considérable. On rentre dans les choix de société et de vision. Très rapidement. Je trouve que c'est important de rappeler, même si on n'est pas forcément d'accord sur ce qu'il faut faire, mais en tout cas, clairement, il y a un choix de société derrière la dépense publique et on ne peut pas juste comparer les niveaux de dépenses publiques en point de PIB. Effectivement, sur les écarts, il y a 2 tiers qui est lié au modèle social. Il y a aussi le fait qu'on a une démographie plus dynamique et aussi qui engendre des infrastructures ou plus de dépenses d'enseignement. Et puis, il y a aussi les dépenses de défense. On a un budget qui est quand même plus conséquent. Donc, il faut quand même regarder dans le détail ce qui fait les écarts. Et on ne peut pas juste dire, voilà, on dépense sont à venir et ce sera peut-être tranché lors du séminaire gouvernemental, vous l'avez rappelé, Cyril Lachèvre. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Un tout autre sujet à présent, et nous vous en parlions déjà la semaine dernière, c'est la situation des migrants à Calais. Elle reste toujours aussi tendue. Jacques Toubon, le défenseur des droits, a déjà alerté les autorités sur des atteintes aux droits fondamentaux, dénonçant une traque. C'est la sénatrice écologiste Esther Benbassa qui s'est rendue sur place. Reportage de Flora Sauvage et Sandra Cerquera. À l'écart du centre-ville de Calais, un terrain vague. Près de 500 migrants affluent pour la distribution de nourriture. Depuis le démantèlement de la jungle, il y a 8 mois, ils reviennent attirés par l'Angleterre, l'Eldorado. Rapporteur du budget asile au Sénat, Esther Benbassa vient sur le terrain à la rencontre des associations qui viennent en aide aux migrants. Et il n'y a pas d'accueil, ils sont dans la rue. Et à Lille, la situation est assez précaire, je crois aussi, pour les migrants, même s'il y a des réseaux, comme le Rail qui en héberge ou d'autres. Il y a beaucoup d'hébergements chez les habitants. Ils sont éthiopiens, érythréens, afghans, soudanais ou somaliens. Tous ont traversé la Méditerranée sur des embarcations de fortune. Je viens d'Éthiopie. Je fais partie de la minorité des Oromo. Le problème, c'est que le gouvernement éthiopien est une dictature, donc j'ai dû fuir. Sur le bateau, on était environ 400, mais la moitié des passagers sont morts noyés. On est 215 à être arrivés en Italie sains et saufs. Comme Wahib, les migrants n'ont qu'une idée en tête, traverser la Manche pour demander l'asile en Angleterre. En attendant, ils survivent aux abords de l'ancienne jungle. Il y a à peu près autour de 500 personnes ici à Calais qui n'ont pas accès, qui n'ont pas d'abri, qui n'ont pas accès à des douches, qui ont un accès très difficile à l'eau et qui en fait dépendent entièrement des organisations humanitaires, dont l'auberge des migrants. Ce qui est nouveau, c'est les pressions policières qui sont beaucoup plus fortes, à la fois sur les migrants, à travers gazage, enlèvement d'affaires personnelles, insultes, poursuites, etc. Et ce qui est nouveau, pression sur les associations humanitaires, avec pluie de PV, contrôle d'identité incessant, interdiction arbitraire de distribuer ici ou là. Le tribunal administratif de Lille a ordonné la création de sanitaires pour améliorer les conditions de vie des migrants. Il a en revanche refusé la création d'un centre d'accueil à Calais
malgré les appels répétés des militants associatifs. Pourquoi Mme Hidalgo a pu ouvrir 2 centres, la maire de Calais qui disait pique et pan tout le temps lorsqu'on parlait des réfugiés dans l'hémicycle, et elle peut ouvrir des centres d'accueil provisoires. Je ne dis pas qu'il faut ouvrir des centres où les réfugiés resteront ad vitam aeternam. Mais dans le centre-ville de Calais, la présence des migrants perturbe la tranquillité de certains habitants. Mais maintenant, ils sont revenus et ils sont dans la ville, quoi. Mais enfin, moi, je ne suis pas ennuyée avec eux. À un moment, il y en avait combien? 10 000. Maintenant, il y en a 500, mais ça revient de plus en plus. On en voit de plus en plus dans les rues en ce moment. En ce moment, ça devient terrible. Ah oui, ça recommence. À la mairie de Calais, on veut éviter à tout prix la réinstallation des exilés de la jungle. Ce n'est pas possible d'avoir cette pression migratoire en centre-ville, ce n'est pas possible d'avoir ces activistes ou associatifs qui donnent à manger en centre-ville. Créer de nouveau un centre, ou en tout cas un point de fixation ou des points de fixation à Calais, c'est de facto connaître ce que nous avons vécu il y a 6 mois, c'est-à-dire la lande avec 10 000 personnes. 450 CRS sont venus renforcer les équipes du secteur pour patrouiller dans la ville. L'objectif revendiqué est d'empêcher la formation de points de fixation, synonyme d'installation de longue durée des réfugiés. François Gémen, chercheur, spécialiste des questions migratoires, est notre invité. Il répond aux questions de Saveria Rojek. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour François Gémen. Bonjour. Quand vous avez entendu vendredi dernier Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, appeler les associations à Calais à déployer leur savoir-faire ailleurs qu'à Calais, en clair, à ne plus venir en aide aux migrants sur place, est-ce que vous avez été choqué? Très. Je trouve que c'est un discours indigne et insupportable. Ça fait des années que tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, se retranchent derrière ce leitmotiv un peu oxymorique qui ne veut rien dire entre humanité et fermeté, et c'est toujours au gouvernement la fermeté, et on délègue l'humanité aux associations, comme si les gouvernements, face à ce qui est quand même une question sociale essentielle, étaient incapables de faire preuve du minimum d'humanité. Et donc les propos de Gérard Collomb, je trouve, sont d'un cynisme insupportable. Alors Gérard Collomb dit vouloir éviter tout appel d'air. Il ne veut pas que Calais redevienne en tout cas un abcès de fixation. Ça, on peut le comprendre, ce point de vue-là, de la part des autorités en tout cas. On peut évidemment comprendre que les autorités cherchent à éviter qu'une nouvelle jungle ne s'installe ou qu'un nouveau Sangatte ne voit le jour. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'appel d'air véritable, c'est l'Angleterre, bien entendu. Et tant que Calais restera situé à 43 km des côtes anglaises, il y aura toujours, en raison de la position géographique du Calais, il y aura toujours des migrants qui chercheront à atteindre Calais pour rejoindre, in fine, l'Angleterre. Et donc, je suis frappé de voir comme cette rhétorique de l'appel d'air, qui est au départ un concept d'extrême droite, une rhétorique d'extrême droite, s'est désormais imposée dans tous les débats publics, dans l'espace public, et est reprise par des mandataires de gauche comme de droite. Ça me paraît être une grande victoire de l'extrême droite sur le débat public. Alors, François Gémen, vous étiez encore jusqu'à récemment, vous étiez sur place, on vient de le voir dans ce reportage. Comment, vous qui étiez sur place, pourriez-vous qualifier les conditions de vie des migrants? Jacques Toubon, le défenseur des droits, parlait de conditions de vie inhumaine. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous partagez cette opinion? Je pense que le défenseur des droits a eu absolument les mots justes. Ce sont des conditions inhumaines, dégradantes, et je pense qu'un État moderne et démocratique ne peut pas traiter des gens qui habitent sur son territoire, quel que soit leur statut, quelle que soit leur situation légale, dans ces conditions. Je pense que c'est indigne d'un État démocratique moderne. Mais alors que faut-il faire? Que doivent faire les autorités sur place? Il faut commencer par, je dirais, œuvrer avec un minimum d'humanité, c'est-à-dire permettre l'accès à des points d'eau, permettre des distributions de nourriture, permettre le minimum humanitaire. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, depuis le démantèlement de la jungle, il n'y a pas de point d'eau, pas d'abri pour les populations. Il y a uniquement des associations qui sont présentes la journée. Personne n'est là la nuit. Bien sûr. Non seulement le gouvernement... Une distribution de repas une fois par jour, c'est ça? C'est ça. Non seulement le gouvernement refuse de mettre en place ces services, mais il refuse aussi que les associations mettent en place ces services. Et donc on a eu
à plusieurs reprises des policiers, des CRS qui ont interdit aux associations de distribuer de la nourriture. Est-ce qu'elles peuvent travailler sur place, ces associations? Pas dans de bonnes conditions, clairement pas. C'est-à-dire aujourd'hui, on l'a vu dans le reportage, elles font face à une pression policière intense, à des contrôles d'identité, à des interdictions de distribution, et face à des propos presque injurieux du ministre de l'Intérieur, très clairement, ces associations aujourd'hui, le gouvernement essaye de les déloger. Et ça me paraît très très grave. Alors je reviens sur ce qu'il faut faire. Au-delà d'assurer l'urgence, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est mettre en place une véritable politique d'asile et d'immigration et potentiellement revoir les accords du Touquet avec la Grande-Bretagne qui font porter à la France la charge de la politique d'asile et d'immigration britannique. Alors justement, Emmanuel Macron à Bruxelles, dans le même temps où son ministre de l'Intérieur Gérard Collomb déclarait pas de nouveau centre pérenne à Calais, déclarait Emmanuel Macron lui à Bruxelles, nous devons accueillir des réfugiés, c'est notre devoir, c'est notre honneur. Mais dans quelles conditions alors doit-on les accueillir? Faut-il les accueillir, ces réfugiés? Il y a une contradiction flagrante entre les propos du président de la République et les actions du ministre de l'Intérieur. Et donc là, il y a une contradiction qui doit absolument être résolue. Soit il faut recadrer Gérard Collomb d'urgence, soit le président doit se dédire de ses propos. Mais on ne peut pas continuer à dire une chose et à faire son contraire sur le terrain. La question maintenant, c'est dans quelles conditions ils doivent être accueillis. Comme le défenseur des droits le préconise, le défenseur des droits, c'est une autorité officielle de la République, ce n'est pas une association. Il faut mettre en place un centre d'accueil qui garantisse les services de base aux migrants. Il faut accepter l'idée que tant que Calais sera aussi proche de l'Angleterre, il y a des migrants qui continueront à venir à Calais. Il faut recréer un centre pérenne d'accueil à Calais. Certainement pas pérenne, il faut recréer un centre d'accueil provisoire jusqu'à ce que les accords du Touquet puissent être renégociés, jusqu'à ce qu'il puisse y avoir une véritable politique d'asile et d'immigration, sinon au niveau européen, au moins entre la France et l'Angleterre. Et pour vous, il est illusoire de penser dissuader les migrants de venir, de se rassembler à Calais quand on a traversé 5000 km, quand on a traversé des pays en guerre, quand on a risqué sa vie et qu'on est à 25 km de là où on veut arriver. Il est illusoire de penser les dissuader. Et bien entendu, c'est complètement illusoire. Ces migrants ont parcouru des milliers de kilomètres, parfois sur plusieurs mois, voire plusieurs années, ont risqué leur vie à plusieurs reprises, ont dépensé des milliers d'euros, ont subi des violences, des exactions. Ce n'est pas alors qu'ils sont si près du but qu'on va les dissuader. Et de la même manière, créer un centre d'accueil ne va pas créer un appel d'air. Les gens ne vont pas quitter leur pays parce que d'un coup, il y aura un centre d'accueil humanitaire à Calais. C'est absolument ridicule d'imaginer cela. Non, mais on peut comprendre le gouvernement, on peut comprendre Gérard Collomb quand il dit que ça va créer un point de fixation. À partir du moment où il y a un centre pérenne ou semi-pérenne à Calais, forcément, alors parlons d'appel d'air ou parlons de point de fixation. Il faut faire rentrer cela dans la tête du gouvernement. Il y aura toujours des migrants à Calais tant que la frontière avec l'Angleterre restera fermée. Parce que Calais est le point sur la carte de France le plus proche des côtes anglaises. Tant que la frontière avec l'Angleterre restera fermée, tant que l'Angleterre restera une destination attractive pour les migrants et pour les réfugiés, il y aura des migrants à Calais. On peut danser sur sa tête, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut chasser les associations, on peut refuser l'eau, la nourriture, il y aura quand même des migrants qui viendront à Calais. Alors, revenons à la situation sur place. L'été débute. Est-ce qu'on peut craindre des pathologies particulières avec l'arrivée des fortes chaleurs sur place dans ces conditions de vie qui sont particulièrement difficiles? Bien entendu, a fortiori, s'il n'y a pas d'accès à l'eau, on peut craindre des déshydratations, des coups de chaleur, voire même des problèmes de santé plus graves, bien entendu, qui pourraient se développer, je dirais, chez des populations qu'on laisse sans eau et sans nourriture. Il faut se rendre compte que ça se passe en France. Et donc ce que je dis, c'est essayons d'avoir une approche pragmatique de la situation. Les migrants sont là, ils continueront à venir tant qu'il n'y aura pas de solution politique. Essayons au moins de leur fournir un accueil digne. Est-ce qu'on peut également s'attendre à plus d'arrivées comme nous sommes en période estivale ? Il est certain que chaque été, il y a une recrudescence des traversées de la Méditerranée parce que les conditions météorologiques sont davantage favorables. Et donc, comme une partie de ces migrants, effectivement, cherchent à rejoindre l'Angleterre, on peut imaginer qu'il y ait davantage de migrants qui cherchent à rejoindre Calais cet été, comme l'été dernier, et ce dont encore comme l'été prochain s'il n'y a pas de solution politique. Alors pendant sa campagne, Emmanuel Macron a promis un plan migrant. Il l'a redit là à Bruxelles. Je l'ai cité tout à l'heure. Nous devons accueillir des réfugiés, c'est notre devoir, notre honneur. Que peut-on attendre de ce plan migrant? Qu'est-ce que c'est un plan migrant?
Ce que j'espère, en tout cas, c'est qu'il y ait une véritable politique d'asile et d'immigration qui soit déployée en France. Ça fait maintenant quasiment 20 ou 25 ans qu'il n'y a pas cette politique véritablement, que le gouvernement se retranche derrière une logique entre fermeté et humanité, comme je le disais, et qu'on est uniquement sur la politique du chiffre, et que ce qui compte est de rester dans les clous du gouvernement précédent, simplement parce qu'on continue à considérer l'immigration comme une sorte de problème à résoudre ou de crise à gérer, et qu'on n'a pas encore intégré le caractère structurel des migrations aujourd'hui en Europe au XXIe siècle. Et donc ce que j'espère, c'est qu'il y ait enfin une véritable politique qui permette des voies d'accès sûres et légales pour les réfugiés et pour les migrants, pour qu'ils ne soient plus obligés de voyager dans ces conditions atroces, et qui reconnaissent aussi que l'immigration est toujours un phénomène structurel. Et quid de l'idée de laisser passer les migrants en Grande-Bretagne? C'est ce qu'on entend parfois, de plus en plus en ce moment. Bien sûr. L'idée de laisser passer, d'ouvrir la frontière. Y compris certains comme Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, l'avait exprimé, je pense, dans un moment d'exaspération il y a quelques mois. On pourrait le faire. La difficulté, c'est que cela créerait bien entendu un bras de fer diplomatique avec la Grande-Bretagne en pleine négociation du Brexit. La question, c'est de voir est-ce que le gouvernement risquera une crise diplomatique sur la question de ces 500 migrants. Mais bien entendu, on pourrait le faire et les migrants rejoindraient immédiatement l'Angleterre. Et très rapidement, justement, le Brexit, est-ce que le Brexit modifie cette problématique de Calais? Mais d'une certaine manière, on peut dire que le Brexit pourrait offrir l'opportunité de renégocier les accords du Touquet. Le risque, si on laisse passer tout le monde, c'est bien entendu que les Britanniques fassent la même chose à Douvres ou à Folkestone, c'est-à-dire qu'ils installent des jungles ou des camps humanitaires de leur côté de la Manche, ce qui bien entendu ne serait pas une solution non plus pour les migrants. Je pense par contre que ces accords peuvent être renégociés pour qu'ils soient plus équilibrés entre la France et l'Angleterre, et peut-être que le Brexit pourrait fournir l'occasion justement de cela. Très bien, merci beaucoup. Merci François Gemane, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Il est 19h, toujours en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. La réunion du Parlement au Congrès lundi suscite la polémique. L'opposition évoque un coup d'État symbolique qui rabaisse la fonction d'Édouard Philippe. Après l'UDI, la France insoumise annonce qu'elle n'ira pas à Versailles. Analyse et débat dans un instant. Dans ce contexte de tension, le calendrier parlementaire de la session qui s'ouvre la semaine prochaine fait grincer des dents. À peine élus, les députés doivent déjà voter la prorogation de l'état d'urgence le 6 juillet, alors qu'ils n'ont pas encore de bureau pour travailler. Explication dans cette édition. La Cour des comptes charge le quinquennat de François Hollande. Elle dénonce des lois de finances entachées d'insincérité et appelle le gouvernement actuel à prendre sans délai des mesures de gestion rigoureuses. Les impôts n'augmenteront pas, promet Matignon. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, le hashtag politique360. C'est l'image du jour. Emmanuel Macron a dévoilé son portrait officiel sur Twitter. Vous allez le voir dans un instant. Le président, toujours poussé par sa volonté de rupture, est debout, appuyé sur son bureau. Et on le voit entouré des drapeaux français et européens. Les sages de la rue Cambon tirent à la sonnette d'alarme. Un audit a été remis aujourd'hui au Premier ministre sur l'état des finances publiques. Et le constat est sévère. Pour eux, le déficit de la France pourrait déraper de 8 milliards d'euros. En cause, la gestion du précédent gouvernement. Mounir Soussi. Didier Migaud tient dans ses mains un document très instructif pour le Premier ministre. Le contenu de cet audit des finances publiques commandé à la Cour des comptes par Édouard Philippe pourrait réorienter les réformes prévues par le gouvernement. Après enquête, les sages de la rue Cambon dressent un constat sévère sur les perspectives budgétaires. L'audit mené par la Cour indique qu'à politique inchangée, la trajectoire des finances publiques s'écarte significativement de celle qui était prévue par la loi de finances pour 2017 et par le programme de stabilité. L'atteinte des objectifs fixés pour 2017, 2018 et les années suivantes en est fortement compromise. Avec une prévision de déficit public à 3,2% du PIB, plusieurs promesses du président de la République sont menacées. Un trou de 8 milliards d'euros se profile et la recapitalisation d'Areva devrait coûter 2,3 milliards d'euros. La Cour impute ce dérapage au président sortant. Elle parle même d'insincérité et de sous-budgétisation dans les calculs du précédent gouvernement. Les ministres concernés ont réagi. Michel Sapin et Christian Eckert, anciens locataires de Bercy, ont nié tout artifice comptable dans le budget 2017. Édouard Philippe n'a pas tardé à réagir pour le Premier ministre. Ce dérapage est inacceptable. On l'écoute. Nous héritons donc d'un dérapage de plus de 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros. C'est inacceptable. Je souhaiterais que les Français mesurent l'ampleur de ce dérapage.
C'est comme si le gouvernement précédent avait construit un budget en oubliant celui de la justice. C'est presque 3 fois le budget de la culture. 8 milliards d'euros de promesses non financées, 8 milliards d'euros de chèques en bois. C'est le congrès de la discorde et peut-être le premier faux pas d'Emmanuel Macron, lui qui comptait rompre avec les pratiques anciennes de la vie politique, se retrouve confronté à l'hostilité des parlementaires qui n'apprécient pas la tenue d'un congrès lundi. Il grille ainsi la politesse à son Premier ministre, même si la révision constitutionnelle de 2008 y autorise et que les présidents de groupe pourraient s'exprimer après lui. Julie Hulin. Un congrès pour s'adresser directement aux parlementaires. Un événement rendu possible par la réforme constitutionnelle de 2008 voulue par Nicolas Sarkozy. Auparavant, le chef de l'État ne pouvait y communiquer que par la voie de messages lus. Le congrès aura lieu lundi dans l'aile du midi du château de Versailles, sous les ors de la salle des séances. Tous les parlementaires, 577 députés et 348 sénateurs sont convoqués, sous la présidence de François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale qui devient pour l'occasion président du Congrès. Au programme, à 15h, un grand discours du chef de l'État pour présenter sa feuille de route. Puis il sortira pour laisser la place aux présidents de groupes parlementaires qui prendront la parole durant 10 minutes chacun. Coût de l'événement, entre 200 000 et 600 000 euros. Emmanuel Macron souhaite convoquer le Congrès chaque année pour, dit-il, rendre des comptes. Lundi, son discours aura lieu à la veille de la déclaration de politique générale du Premier ministre Édouard Philippe devant le Parlement. Et on ouvre le second débat dans Politique 360 avec mes invités ce soir. Anne Levade, bonsoir. Professeure de droit public, juriste, ancienne présidente de la Haute Autorité de la primaire de la droite et du centre. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Judith Weintraub, bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro. Merci d'être avec nous. Denis Barranger est également là pour nous accompagner. Professeur de droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Et Frédéric Dabi, bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFOP. Anne Levade, ce congrès, on le voit, eh bien, c'est un coup d'État symbolique. C'est ce que dénonce l'opposition. On en vient au régime impérial. C'est aussi la griffe d'Emmanuel Macron qui finalement ne fait rien comme tout le monde. Alors d'abord, c'est pas le premier congrès sur demande du chef de l'État dans le cadre de la réforme de 2008. Curieusement, cette révision de 2008 sur ce point précis, l'article 18, c'est-à-dire la possibilité pour le chef de l'État de s'exprimer directement devant les parlementaires, nourrit depuis le début absolument tous les fantasmes. J'allais dire que la seule hypothèse dans laquelle la réunion n'a pas donné lieu à discussion, et on peut le comprendre, c'est lorsque François Hollande l'a organisée au lendemain des attentats du Bataclan. Sinon, chaque fois, on se demande pourquoi on interprète les choses comme étant un moyen pour le chef de l'État de mettre les parlementaires à sa botte. On verra évidemment ce que va dire Emmanuel Macron concrètement. Moi, j'allais dire que j'ai une vision beaucoup plus apaisée des choses. C'est une possibilité parmi d'autres. C'est une réforme qui était souhaitée et vraisemblablement souhaitable par rapport au droit de message, qui est un système archaïque, hérité de la Troisième République pour des raisons historiques qu'on n'a pas le temps de développer ici. Il n'y a pas de raison, me semble-t-il, de s'en émouvoir plus que cela à ce stade, d'autant qu'Emmanuel Macron avait annoncé qu'il le ferait et peut-être même qu'il le ferait tous les ans. Mais sur le choix de la date est important puisque ça sera à la veille du discours de politique générale d'Édouard Philippe. Judith Weintraub, est-ce que ça oblige quand même à une nouvelle articulation entre la répartition des rôles entre le chef du gouvernement et le chef de l'État ? Vous voulez dire par exemple que Édouard Philippe pourrait avoir à traiter les mauvaises nouvelles comme le risque de dérapage budgétaire et que Emmanuel Macron, lui, planerait à des hauteurs stratosphériques et nous expliquerait quel rôle il veut voir jouer à la France dans le monde. C'est pas tout à fait exclu. Pour reprendre l'explication de Anne, elle a tout à fait raison. En droit, effectivement, il n'y a pas de... Il y avait quand même... me semble-t-il, l'une des causes du caractère polémique de la chose, c'est que cette modification de la Constitution ne s'est pas vraiment accompagnée d'une restriction des pouvoirs du président. Dans les pays où le président peut s'adresser à ses assemblées, il n'a pas le droit de les dissoudre. On est en France dans un système d'entre-deux, même si par ailleurs la réforme de 2008 a marqué des progrès, par exemple pour la restriction
de l'usage du 49.3. On est quand même dans un système assez déséquilibré du point de vue juridique, je trouve, à mi-chemin entre un système présidentiel et un système parlementaire. Mais là, je m'aventure sur un terrain où je ne devrais pas m'aventurer parce que je ne suis vraiment pas la plus compétente. Mais en tout cas, c'est le sentiment que ça donne, hein, que vraiment le président a beaucoup de pouvoir. Et par rapport, et j'en terminerai par là, au couple, on savait depuis le début que le vrai chef de la majorité n'était non pas Édouard Philippe, qui vient de droite, qui se revendique comme un homme de droite et qui n'a pas de troupe, même si il y a aujourd'hui un groupe à l'Assemblée, s'il n'explose pas d'ici la fin de l'émission ou d'ici demain, parce que soyons prudents. Donc ça concrétise ce changement important qui fait que sous la 5e, en général, le chef de la majorité, ça a été le Premier ministre, à de très rares exceptions. Quand ils étaient collés serrés, effectivement, de temps en temps... C'est-à-dire souvent. C'est-à-dire souvent, mais enfin, il y a eu du Mitterrand-Rocard, il y a eu, rappelez-vous, Fillon-Sarkozy. Sarkozy a voulu se débarrasser de Fillon à mi-mandat. C'est en s'appuyant sur sa majorité parlementaire que François Fillon a obligé Nicolas Sarkozy à le garder. Donc là, pour le coup, il n'y a plus aucune ambiguïté. C'est clair. On verra à mi-mandat. Ouais, on verra à mi-mandat, effectivement. Denis Barranger, on nous explique du côté de l'Élysée qu'il n'y a pas de volonté d'humilier Édouard Philippe, que c'est même raccord avec l'intention qui était de renouer avec l'esprit originel de la Ve République. Je ne vois pas quel serait l'intérêt du président de la République d'humilier son Premier ministre. Et sans porter de jugement partisan, je suis assez d'accord avec ce que dit l'Élysée et que vous nous dites. En réalité, c'est l'esprit de la Ve République et le jeune président qui est M. Macron fait quelque chose qu'à mon avis tous les présidents avant 2008 auraient fait s'ils avaient eu ça dans leur arsenal. C'est assez évident. Tous les présidents... Pompidou, Giscard, Mitterrand ont dit « j'ai un gouvernement qui applique ma politique, qui réalise mon programme ». Ils auraient pu venir devant un congrès et le dire en autant de mots, ils l'auraient fait. Donc je ne vois pas où est le coup d'État, je ne vois pas où est le problème et je ne vois pas où est le présidentialisme à l'américaine, pour tout dire. Comment s'est perçu Frédéric Babi par les Français, cette réunion du Parlement en congrès? C'est vrai qu'il y a cet aspect un peu de monarque républicain. Je pense que les Français ne sont pas sur une logique de casting, sur une logique de monarchie ou pas, mais sur une logique de résultat. On a beaucoup parlé de Nicolas Sarkozy comme un hyper-président. Il est resté extrêmement populaire jusqu'au moment, en janvier 2008, où il, officiellement, lors d'une conférence de presse, il met à mal sa promesse sur le travailler plus pour gagner plus. Même chose, la présidence normale de François Hollande, le tweet de Valérie Trierweiler, ça n'a pas beaucoup bougé en termes de popularité, jusqu'au choc fiscal annoncé au mois de septembre. Et puis il y a une règle que l'on voit, nous, chaque mois dans notre baromètre IFOP Fadiciel pour Paris Match, dès qu'on traite de la scène parlementaire, on a très peu de répondants, de mémorisation de la part des Français. La scène parlementaire n'est pas une scène visible. Pour autant, je pense que, je ne juge pas ce qui vient de se passer, c'est vrai que ça a été très très bien dit, le président a le droit de le faire, on peut s'interroger sur le timing. Dans un contexte où le Premier ministre n'est pas connu. François Fillon, en arrivant en 2007, même traité de collaborateur, était connu des Français. Jean-Marc Ayrault n'était pas très connu. Édouard Philippe, pour les Français, c'est une page blanche. Lorsqu'on travaille sur son image, par homothétie ou par projection, les Français lui associent l'image d'Emmanuel Macron, en termes de jeunesse, de dynamisme et de renouvellement. N'y a-t-il pas là une occasion ratée d'imprimer sa marque ? Le discours de politique générale peut marquer. Celui de Michel Rocard, qui est très très concret, qui parle des boîtes aux lettres pas à casser, mais au contraire à réparer. Celui au contraire raté d'Édith Cresson, les raffarinades dès 2002. Ça a pu marquer les Français et entretenir la construction de l'image du Premier ministre. Là, ça ne sera sans doute, je dis bien sans doute, pas le cas. Anne Levane, c'est vrai qu'il y aura ce discours solennel, le lendemain le discours de politique générale, c'est un moment important, c'est souvent l'occasion pour le Premier ministre d'affermir son autorité sur le groupe parlementaire avec, il faut le rappeler, un vote de confiance à la clé. Là, ça va affaiblir tout ce processus. Alors, moi, mon intuition est que non, parce que je crois qu'on a tort de raisonner en disant Emmanuel Macron est en marche, pour prendre son mouvement d'origine, et Édouard Philippe est de droite. Le problème n'est plus tellement là, c'est-à-dire ça donnerait presque l'impression que c'est une cohabitation. Le problème n'est pas là. C'est lui qui le dit. Hein. C'est pas non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'en fait pas pour autant un schéma de cohabitation où, d'une certaine manière, l'un et l'autre essaieraient d'être en concurrence
sens ou de faire passer des messages potentiellement contradictoires. Très clairement, ils sont sur une même ligne. Ils ont manifestement, et on ne peut que le leur souhaiter d'ailleurs, des points d'accord. Donc j'imagine que ces deux discours vont être évidemment rédigés et analysés l'un par rapport à l'autre. Je crois que rien n'empêche Édouard Philippe de faire un très bon discours de politique générale. Les discours seront complémentaires, pas concurrents. Voilà, moi mon idée est vraiment celle-là. J'ajoute, pour prolonger ce que disait Denis Barranger tout à l'heure, que non seulement je crois que les présidents de la République antérieurs à 2008 auraient usé de cette possibilité s'ils en avaient disposé, mais d'ailleurs ils ont fait quelque chose que n'ont pas fait Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ils ont utilisé le droit de message, c'est-à-dire le vieux système qui permettait de faire lire devant les chambres en début de mandat quelque chose qui était finalement leur ligne de conduite. François Mitterrand débute son mandat en faisant lire ses 110 propositions et en rappelant quel est son programme. Donc finalement, là, la seule différence, elle n'est pas négligeable, c'est évidemment l'image, c'est qu'il est physiquement devant les parlementaires et que pour des raisons logistiques, ils sont tous réunis et qu'on ne peut le faire qu'à Versailles. Elle est tellement pas négligeable, cette différence, que Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis ont décidé de boycotter la séance et ça devient un geste politique. Ouais. Justement, on va y venir. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce discours, puisqu'il nous avait dit qu'il viendrait effectivement une fois par an devant le Congrès, plutôt pour faire le bilan de son action passée. Là, est-ce qu'il faut s'attendre à des annonces, notamment en ce qui concerne les chantiers institutionnels, peut-être, Judith Weintraub? C'est possible. Là, on est quand même dans le contexte très particulier du choc de la Cour des comptes, où toutes les promesses dont, pour le coup, Emmanuel Macron est le seul comptable, puisque à l'époque, Édouard Philippe, forcément, n'était pas son Premier ministre et il n'était même pas rallié au candidat Macron. Donc on est dans une situation où l'une des instances dont la compétence est la moins contestée dans ce pays, qui n'a jamais fait preuve de complaisance envers quelque pouvoir que ce soit, dit ça pas du tout. Si ça continue comme ça, il va y avoir un trou estimé à 8 milliards, 9 milliards, on ne sait pas très bien. Et les baisses d'impôts qui ont été programmées vont aggraver cette situation. Là, c'est le président Macron face aux promesses du candidat Macron. Va-t-il s'en saisir? Ce serait bien. Je ne suis pas sûre qu'il le fasse. Ouais. Frédéric Dabi. Oui, je partage complètement ce qui vient d'être dit, surtout qu'il y a deux modèles en termes de comparaison. 95, la Cour des comptes donne un constat très inquiétant des dépenses publiques. Le tandem Chirac-Juppé insuffle au pays un remède de cheval, 2 points de TVA par exemple, et on oublie de le dire, c'est Jacques Chirac et Alain Juppé qui constituent le couple exécutif qui chute en popularité, qui passe sous les 50% le plus rapidement, dès juillet 95. Contre-exemple, François Hollande, le rapport de la Cour des comptes, je ne l'ai plus en tête, mais il n'était pas non plus très très flatteur pour la gestion Sarkozy-Fillon, ne dit rien, laisse faire, et au mois de septembre, dans un discours très faiblement churchillien, annonce le choc fiscal et voilà. Oui, ouais. Il faut être gentil, Judith. Et qu'est-ce que l'on voit? François Hollande paye le prix dans des enquêtes de popularité d'une opinion saisie à froid, si je puis dire. Là, peut-être qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe dans 2 discours qui seront sans doute complémentaires. Peut-être Emmanuel Macron sur les grandes lignes et sur le on va vers où, et Édouard Philippe vers le comment, si je puis dire, vont essayer de jalonner des étapes et expliquer le plus possible aux Français. Et pourtant, Judith Weintraub l'évoquait, il y a ce boycott annoncé des députés de la France Insoumise, mais pas seulement, l'UDI aussi, à travers son président, Jean-Christophe Lagarde, a annoncé... 2 personnes, enfin, sauf si s'est passé quelque chose entre-temps, mais apparemment, c'est juste président quand même de groupe, c'est important la nuance est importante parce que dans ce groupe qui compte les Républicains et quelques centristes, on en est déjà à la 3e subdivision. Ouais. En tous les cas, il y a quand même ce coup d'éclat de Jean-Luc Mélenchon. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le leader de la France Insoumise. Nous sommes appelés du matin au soir, depuis mercredi, à des réunions de constitution, de bureaux, de commissions, et en séance plénière, comme vous l'avez vu, hier soir, jusqu'à plus d'1 heure du matin. 5 jours. Et pendant ces 5 jours, nous n'avons ni assistants, puisque nous n'avons pu les recruter, ni bureau pour travailler. Cette violence supplémentaire
nous contraint à travailler dans des conditions qui sont évidemment les pires. Et cela est voulu délibérément. Une nouvelle fois, il s'agit d'un coup de force. À Anne-Levade, on entend Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai qu'il boycotte le Congrès. Il proteste aussi contre les conditions de travail des députés. On n'a pas de bureau, on a déjà des textes avec ce calendrier parlementaire qui a été précisé aujourd'hui, des textes à examiner et à amender très rapidement. Est-ce que c'est aussi un premier faux pas de la part d'Emmanuel Macron? On le voit, il va être confronté souvent à la fois à ce groupe de la France Insoumise, aux protestations de certains députés. Moi j'ai le sentiment, pour ce qui est là pour l'instant de Jean-Luc Mélenchon, qu'on est plus dans la posture, j'allais dire, systématique, une manière de marquer son territoire en quelque sorte depuis maintenant 2 jours, avec des réactions, des images, le débat sur avec ou sans cravate. Voilà. Après, je n'ai pas entendu qu'il soit le seul à être privé de bureau pour l'instant, et je n'ai pas la certitude que la priorité absolue d'Emmanuel Macron ou d'Édouard Philippe soit de veiller à ce que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas de bureau. Donc voilà, pour l'instant, je ne suis pas sûre qu'il faille tirer des conclusions très générales de ça. Évidemment, la question que ça pose, c'est de savoir à moyen et long terme la manière dont ça va se manifester, parce que cette posture-là, je crois qu'elle est difficilement tenable très longtemps, et surtout, elle risque effectivement de perturber un peu les choses. C'est quand même un président de groupe. Denis Barranger, c'est un droit, les parlementaires peuvent boycotter le Congrès, ils n'ont pas l'obligation de s'y rendre? Je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. C'est normal pour l'opposition de s'opposer. La question, c'est plutôt est-ce que c'est intéressant pour eux de faire ça comme ça? Je ne suis pas la France Insoumise, ça ne vous aura pas échappé, je ne décide pas pour eux, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure... Pardon, j'ai la cravate. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie. Ils auraient eu l'occasion d'un débat après le départ du président de la République. Ça n'entache pas un peu la tenue, la solennité du Congrès, l'absence de quelques parlementaires? Si vous voulez, il ne faut pas s'étonner que quand on a des représentants élus, ils se comportent de la manière qu'ils ont dit, et qu'ils aient la politique et le comportement, et y compris les postures, parce que ça fait partie de la politique qui est la leur. Moi, je pense une chose quand même, c'est qu'en n'étant pas là, ils mettent l'accent relativement intelligemment sur quelque chose. C'est que ce qui est nouveau ici, quand même par rapport à la 5e, c'est que là, on va avoir un contrat de confiance qui va être demandé par le couple président-premier ministre. Et ça, c'est assez nouveau. Auparavant, le président se détachait par son absence même de son Premier ministre qui venait demander la confiance. Là, on va avoir les deux qui vont demander la confiance. Elle pourra leur être refusée hors des hémicycles, dans la rue, par les syndicats, au moment des ordonnances, et c'est là qu'il se jouera beaucoup de choses. Oui, sauf que dans cette idée de contrat de confiance, évidemment, en facial, c'est l'affichage, et c'est voulu, puisqu'il s'agit de montrer la parfaite harmonie au sein du couple exécutif. Mais le contrat de confiance, Emmanuel Macron ne le signe pas. On n'a pas le droit de renverser Emmanuel Macron. Le Premier ministre et sa majorité peuvent être renversés. Et pour en revenir à Mélenchon, évidemment, l'outrance de son vocabulaire discrédite totalement le fond de ce qu'il dit. Il y aurait matière à récriminer, matière à se plaindre, matière à demander pourquoi certains groupes se prévalent d'un statut d'opposant quand ça les arrange. Et là, je vise clairement les constructifs qui se sont prévalus de ce statut pour prendre le poste qui les intéressait, en la personne de Thierry Solaire. Mais on ne peut pas parler de violence quand vient de le faire Jean-Luc Mélenchon, comme ça, à tout propos. C'est vraiment ne pas savoir ce qu'est la vraie violence. C'est un mépris pour les victimes de la vraie violence. C'est aussi insupportable que d'entrer à l'Assemblée comme il l'a fait au cri de résistance. C'est pas ça la résistance. Je pense que les Français l'ont vu, ce qui vient d'être décrit par Judith Weintraub, puisqu'il a complètement dilapidé son capital de sympathie d'élection présidentielle. Il avait gagné pendant la campagne, ce n'est qu'un sondage bien sûr, mais 22 points de bonnes opinions, parce qu'il avait réussi dans un contexte de dégagisme à transformer, métamorphoser radicalement son image. L'homme du bruit et de la fureur est devenu quelqu'un de rassurant, faisant preuve lors des débats d'humour, d'autorité, d'expertise même. Et là, on a retrouvé, mais dès le 23 avril au soir, avec ce refus d'accepter sa défaite, avec ce refus d'appeler à voter contre Marine Le Pen, et puis toutes ces différentes outrances vers Bernard Cazeneuve. Ça n'entache pas le Congrès, le boycott de Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, au-delà de, je dirais, l'enflure, la communication et les excès, il y a une stratégie très claire qui est d'apparaître comme le meilleur opposant à Emmanuel Macron, et tout ça, ça a un but, viser l'hégémonie à gauche.
Alors, je vous propose également de revenir sur un autre point, puisque dans sa volonté de rupture d'Emmanuel Macron, on a appris qu'il n'y aurait pas d'interview du 14 juillet. La rupture jusque dans ses rapports avec la presse, c'est un reportage de Samia Dechir. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, depuis Valéry Giscard d'Estaing, tous les présidents français se sont pliés à la traditionnelle interview du 14 juillet. Mais cette année, les journalistes devront se contenter des images d'Emmanuel Macron assistant au défilé. Le chef de l'État ne parlera pas à la presse. Sa pensée serait trop complexe pour ce genre d'exercice d'après son entourage. Pour parler à la nation, Emmanuel Macron préfère s'adresser directement aux parlementaires qu'il réunira en congrès lundi prochain. Quant aux médias, l'Élysée leur fournit des images clés en main, celles d'une communication parfaitement maîtrisée. Emmanuel Macron joue au tennis, fait de la boxe, il fait des selfies avec des stars, il répond même aux standards de l'Élysée. Bonjour. C'est pas vrai. C'est-à-dire ? Eh ben, bon anniversaire à vous. Pas de off, de discussions informelles. Pour poser leurs questions, les médias doivent se contenter des points presse du gouvernement. La parole présidentielle est aussi rare sous Emmanuel Macron qu'elle était abondante sous François Hollande. Un François Hollande trop bavard avec la presse qui a dû renoncer à se représenter après la parution du livre « Un président ne devrait pas dire ça ». Emmanuel Macron, lui, a donc choisi de tout verrouiller. Qu'est-ce que ça vous inspire, Anne Levade, cette communication verrouillée? On le disait, il n'y aura pas d'interview du 14 juillet, il s'exprime peu. Sa pensée serait trop complexe, nous dit-on. Alors, moi j'ai tendance à dissocier deux choses. La question de l'interview du 14 juillet, j'allais dire, c'est un peu une ancienne. On se souvient que François Hollande, notamment, avait souhaité qu'elle ne se passe plus dans les locaux de l'Élysée, mais avait fait le choix de se déplacer, notamment à l'hôtel de la Marine. Voilà. Donc, il y a toute une, j'allais dire, presque une discussion sous-jacente autour de cette interview du 14 juillet, comme si tout ça était un peu convenu, archaïque, etc. De manière plus générale, le fait est, je crois que Emmanuel Macron tire les enseignements des deux précédents quinquennats où le rapport mené par les présidents de la République successifs avec la presse ont été contrastés, puisque ça a été des rapports extrêmement positifs dans un premier temps, puis assez complexes et négatifs dans un deuxième temps. Et on a le sentiment qu'effectivement, il cherche à tenir à distance la presse. Alors, est-ce que la presse le laissera faire? Ça, c'est une question sur laquelle on pourra peut-être se prononcer dans quelques mois. Après, j'ai plutôt l'impression que l'argument de la pensée complexe, c'est peut-être une réponse pas très à droite qui a été faite par quelqu'un au téléphone à l'Élysée. Oui, c'est ça. Il ne faut pas sous-estimer la capacité de maladresse des gens qui parlent pour, des entourages, qu'ils soient anonymes ou pas d'ailleurs, parce que Christophe Castaner, disant en plein briefing après un conseil des ministres aux journalistes... Est-ce que ça participe aussi de cette image d'hyper-président, quelqu'un justement... Oui, juste ma phrase pour qu'on sache de quoi je parle. Castaner qui dit « Soyez gentil avec Muriel Pénicaud, elle doit réformer le travail, c'est pas le moment de l'affaiblir. » Bon, ça c'est absolument inouï. Ouais. Mais est-ce que ça participe aussi de cette image d'hyper-président, comme on a pu aussi oui, alors ça se dit beaucoup maintenant, je ne vais pas être très originale, c'est un control freak, quelqu'un qui veut contrôler absolument chaque émission d'image, de paroles qui sortent de lui. Bon, ça tient au début. Quel président n'a pas rêvé de faire ça? En général, la réalité se charge de mettre à bas, d'ébrécher en tout cas ces belles résolutions. Là, on commence déjà à voir que ça marche plus si bien que ça. On publie un sondage quand Arsofres Winepon dans le Figaro. Ce n'est qu'un sondage, ce n'est qu'une enquête. La première, où Emmanuel Macron perd 3 points, il descend à 54. C'est beaucoup moins que Nicolas Sarkozy à la même époque, qui lui avait pris 3 points de mieux, de 63 à 65 entre juin et juillet 2007. Donc, Denis Barranger, sur la pratique du pouvoir, le rapport au pouvoir, qu'est-ce que ça dit tout ça? Ce que montre ce sondage probablement, c'est que ça va être aussi difficile et aussi risqué d'être un président jupitérien que d'être un président normal. Je ne pense pas que ça soit l'hyper-présidence, parce que l'hyper-présidence, c'est Sarkozy, ça veut dire être son propre Premier ministre, être hyperactif. Mais la présidence distanciée façon De Gaulle ou Pompidou, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui avec les attentes de l'opinion? J'en suis pas si certain que ça. Si la stratégie Jupiter, on voit les catégories dans lesquelles Emmanuel Macron recule le plus, ce sont les retraités,
Il y a un total décrochage chez les retraités. Et ça, c'est pour lui. Ça, c'est évidemment l'annonce de la hausse de la CSG. Et puis aussi les outsiders. C'est-à-dire les insiders, les gens qui sont très intégrés, tiennent très bien, les cadres sup, voilà. La France du 8, Frédéric Dabi. Mais la France du bas décroche. Il y a ce risque de perdre des points un petit peu dans l'opinion, Emmanuel Macron, à vouloir trop en faire peut-être. Il est à un niveau toujours élevé, on a plutôt une opinion stable, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'attentes. Et moi, ce qui me frappe dans la structure de popularité ou dans les raisons de popularité d'Emmanuel Macron, c'est que les raisons de mécontentement sont extrêmement concrètes, structurées. CSG, Code du travail, les affaires, peut-être l'hyper-présidence, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le cœur des attentes des Français. Puis, contacte un peu la presse qui est autant honnie que les instituts de sondage, ça mange pas de pain. Ouais. Alors que, tant mieux, bien tant mieux. Mais en revanche, sur la satisfaction, je suis frappé par une certaine irrationalité, c'est-à-dire le sentiment que les choses semblent aller mieux, un climat, l'espoir d'un changement, une attente bienveillante exprimée à gauche mais aussi à droite, et on sait très bien que ça peut se fracturer sur le réel, et parce que là, on rentre vraiment dans le dur. Eh bien, merci Frédéric Dabi, merci Anne Levan, merci à vous Judith Weintraub, merci Denis Barranger. C'est la fin de cette émission. Une information, ce congrès de Versailles sera bien sûr à suivre en direct en intégralité sur les chaînes parlementaires, édition spéciale dès lundi à partir de 14h. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, Sonia Mabrouk et ses invités. Bonne soirée à tous.